Voilà, c'est la dernière fois qu'on faisait ce genre de projection clandestine, donc on nous a sollicité par rapport à quelques avis sur le film. L'idée, c'est même pas du marketing commercial, c'est juste de savoir si le film est comestible. Voilà, c'est assez simple. Pour vous donner une idée, on a commencé ce genre de projection clandestine avec les petits formulaires fin novembre. Le film faisait 2h05 et aujourd'hui il fait 1h52. Donc on a beaucoup tenu compte, pas tellement de votre avis, mais si en voyant le film avec les yeux des spectateurs, on le voit différemment, mais c'est une leçon d'humilité. Et en termes de compréhension aussi, il y a des choses qui nous paraissaient des évidences folles et qui n'étaient pas comme ça. Donc là aussi, quelques questions ont permis de voir que des gens ne comprenaient pas forcément tout. Donc vous avez eu aujourd'hui un produit totalement épuré. Voilà. Sachant bien sûr, encore une fois, merci de votre indulgence, que le film n'est pas mixé, il n'est pas terminé, donc c'est vraiment une copie de travail. Demain, il y aura un petit rajout qui va être fait, parce qu'il y a une scène que je vais retirer, mais je crois que je vais la remettre à part ce soir. Là, ça part un petit morceau de scène. Et puis voilà la grande aventure. Donc après, si vous avez des questions, des critiques, voire des insultes, n'hésitez pas. Il y a des micros qui circulent. Bonsoir. Écoutez, c'est la première fois de ma vie, je vais très souvent au cinéma, mais c'est la première fois de ma vie que je suis aussi enthousiaste après avoir lu le livre. Parce que, par exemple, je ne voyais pas les masques, je ne voyais pas le côté humoristique des masques, je n'avais pas imaginé ça. Franchement, vous avez fait un grand film. Tout est super, parfait. Moi, j'ai eu des tout petits problèmes de son au début, mais vous venez de dire que c'est pas mixé. C'est très douloureux à entendre, parce qu'on est en train de faire le son en ce moment. Et c'est vraiment des choses. La bataille, par exemple, ça fait peur. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous allez rajouter, parce que c'est tellement bien là. C'est un tout petit détail, en fait, j'avais coupé dans les généraux, j'ai ralenti les rythmes pour qu'on puisse lire, pour avoir des carrés à tout. Et il y avait un aller-retour entre les généraux et la petite fille. Elle disait pour ne pas avoir empêché la guerre, et j'ai les plans que j'avais mis avant, c'était Poincaré et Georges V. Je voudrais les rajouter, parce que oui, soyons culturels jusqu'au bout. Voilà. Moi, ça ne me dérangera pas. En tout cas, bravo, c'était vraiment super. Alors au départ, merci de vos compliments, mais au départ, il y a un super bouquin, c'est le bouquin de Carlemet, pour ceux qui n'ont pas lu. J'ai pris des libertés avec la fin. La vraie fin dans le livre, en fait, Péricourt écrase son fils avec sa voiture par accident, c'était un peu déceptif. Il n'y a pas de rencontre Albert Pradel. Voilà, donc moi j'ai bricolé avec l'accord de Pierre, qui au début avait des réserves, qui après était tout à fait dans mon sens. La rencontre père-fils, j'y tenais beaucoup, parce que je trouvais qu'on avait vraiment envie de voir le père rencontrer le fils. Le suicide qui s'ensuit psychologiquement est fondé, triste mais fondé. En gros, le père donne le courage au fils de se tuer en lui disant l'essentiel, c'est qu'il tient à lui, il aime, bref. Et puis Pradel, dans le livre, finissait par se suicider, ruiné dans les années 60. C'était pas très spectaculaire, donc je voulais ce pauvre gaillard, tout craintif qu'il soit, à fond Pradel. Comme vous l'avez compris, c'est effectivement un accident, je ne pense pas qu'il aura tiré dessus, mais de le voir maltraiter Pauline pousse enfin Albert hors de ses gonds et surmonte sa peur très forte de cet officier pendant la guerre mondiale. Là aussi, c'est fondé historiquement, parce qu'ils étaient dans une hiérarchie terrible. Pour ceux qui ont vu les sociaux de la Loire, des choses comme ça, c'était pas la hiérarchie sociale, se caricaturait dans les tranchées. Alors il faut savoir que même dans le livre de Pierre Lemaitre, il s'est inspiré d'histoires vraies, c'est que des gens comme Pradel ont existé, à savoir des gens qui raccourcissaient les cercueils pour faire de la marge sur ce commerce épouvantable qui était le ramassis des morts à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a eu 1 400 000 morts en 4 ans, c'est un bon record, je pense qu'on peut faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Et donc il y a un marché épouvantable qui s'est fait, et donc cette histoire de trafic de cercueils existait. Pour le reste, c'est une invention de Pierre Lemaitre, à savoir l'arnaque au mot. Moi, le personnage qui m'a beaucoup inspiré, c'était Édouard Péricourt, qui n'a pas, pour ceux qui ont lu le livre, autant d'importance romanesque dans le livre. Il est très important, mais il n'a pas cette fronde qu'il a. Et on s'est inspiré en gros les dessins, c'est les vrais dessins d'Egon Schiele. Les costumes, on s'est inspiré de certains costumes de Jean Cocteau. Enfin, ces années 20 ont été extrêmement riches en grands artistes, en grands poètes. C'était l'époque du surréalisme, du dadaïsme juste avant. Enfin bref, donc tout était fondé pour que Péricourt passe de victime à provocateur. Voilà, c'était ma cuisine intellectuelle, quelle est la nôtre, le gâteau. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, si je peux vous répondre.
quotidien filmé. Est-ce que vous avez utilisé beaucoup de drones, enfin le système de drones pour filmer, notamment au début, quand on voit les scènes de guerre, dans les tranchées? Le drone, en fait, le drone c'est bien joli, mais c'est un problème, c'est qu'on met dessus pour l'instant que des petites caméras. On peut mettre des grosses, mais c'est compliqué. Et donc, qui dit petite caméra, dit petite définition. Donc on avait le drone effectivement sur le chien, mais c'était une HD, donc à l'étalonnage on a du mal parce qu'on récupère difficilement la définition sur le rendu final. Et on avait également un drone qui était là pendant la bataille, mais c'est les droneurs qui m'ont dit si tu veux, pendant la charge, on mettra des drones. Et je leur ai dit si vous voulez, pensons que c'était un gadget. Et je leur disais surtout ne descendez pas trop bas parce que je ne voudrais pas que le drone rentre dans le plan de traduit latéral. Et il se trouve que ces plans sont pas mal. Et l'étalonneur s'en sort bien aussi avec l'absence de définition. Donc en fait, c'est les deux seuls moments où on a utilisé un drone. Le top shot que vous voyez sur le détroit à la fin, c'est un drone en station. Donc le plan, bien évidemment, a été énormément truqué. Les VFX, en fait, ont fait un boulot remarquable sur ce film. Et ce qu'on fait dans le film, les Américains le font depuis 40 ans, mais pour un prix qui est vraiment trop supérieur au nôtre. Et là, le budget du film se situe aux alentours de 15 millions, et ça s'est beaucoup démocratisé les effets spéciaux. Donc la grande révélation depuis ces 5 dernières années, c'est que tout ce que vous avez vu, par exemple, le point le plus spectaculaire, c'est le départ à la guerre, le retour de la guerre des soldats qui rentrent chez eux. Et pour vous dire, j'ai filmé une guerre déserte, une guerre désaffectée déserte. À l'image, j'entends que j'avais 5000 soldats, des trains, des wagons, des canons, tout ça n'existait pas. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'était un point important. Pendant la guerre, il y a des shrapnels qui pètent dans le ciel, bien sûr, ça n'existait pas. Les explosions, il y avait une sur deux qui est fausse. Enfin, on a bricolé comme ça pendant un an, enfin bricolé, j'exagère, pendant un an, ils ont travaillé pendant un an. Et ça a été une vraie création parallèle du film qui est extrêmement importante. Bien sûr, j'avais tout décidé, mais la personne avec qui j'ai travaillé a vraiment été plus loin encore que les dessins. Il s'appelle Cédric Fayol, il aura pu être là ce soir, il ne le connaît pas. Bref, donc ça, les effets spéciaux, première relation. Madame parlait des masques tout à l'heure. C'est une fille qui s'appelle Cécile Kretschmar, qui fait beaucoup de masques depuis 20 ans, qui travaille dans l'Europe entière, elle fait des masques. L'astuce par rapport au livre a consisté à se dire quel est l'état psychologique d'Édouard Péricourt. Au début, c'est juste être beau, donc on a ce masque bleu quasiment vénitien, et puis après il rentre dans l'ironie, donc on a ce professeur tâcheron absurde, on a ce masque tantôt sourire, tantôt triste, on a ce jazzman à la fin, on a ce fantomas quand le catalogue arrive, il est fantomas diabolique avec ce rire sardonique, on a ce masque sublime à la fin étant oiseau. Et notre idée c'est de voir où il en est dans sa tête et jusqu'où il peut aller. Voilà. Moi, ce que je préfère, c'est celui de Picasso, c'est quand le pauvre Maya raconte laborieusement une histoire vraie, d'ailleurs c'est celle de Kandinsky, pour ceux qui aiment la peinture. Kandinsky, considéré comme le fondateur de la peinture abstraite, a vraiment vu un tableau chez lui un soir sur le côté. Voilà, donc Maya a retenu quelques bribes, livre ça à quelqu'un qui connaît encore rien du tout, c'est André Marcon, ça c'est pour l'interview. Et donc, quand on revient, tout d'un coup, Édouard est passé un petit peu à l'art abstrait, on a ce masque d'inspiration Picasso. Voilà, c'est le masque que je préfère. Voilà pour la grande blâche qu'on avait sur le personnage d'Édouard Péricourt. Voilà. Bon, super. On est en train d'étalonner là, j'espère que vous le reverrez pour ceux qui sont accros, on ne sait jamais. L'étalonnage rend les masques encore plus beaux parce qu'il fait ressortir toutes les couleurs et tout, c'est beaucoup plus joli. Là, c'est un peu triste. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Un des meilleurs exemples, c'est un film événement. Alors j'ai aimé tout, sauf la première scène, la scène de bataille, je sentais qu'elle était un petit peu long, mais après ça, j'ai pas terminé l'œil, c'était trop attirant, trop sans pas d'ennuyeux. Et après, la dernière scène, c'était choquant, inattendu. Le rencontre du père et du fils, c'était trop sentimental, mais la scène de suicide, c'était pas attendu, c'était choquant, mais c'est la scène que tu peux jamais oublier. Alors c'est la scène que tu peux pas oublier. J'ai senti de la chaleur dans tout le film, peut-être c'est à cause des couleurs du film. Après, les couleurs ne sont pas travaillées du tout. Donc c'est juste qu'on se base uniquement quand on vous rencontre, c'est sur l'histoire. Si vous accrochez l'histoire maintenant, qu'est-ce que ça sera quand ça sera mixé avec la couleur? C'est sûr, ça sera mieux. Par rapport au début, la bataille ennuyeuse, je trouve pas, elle dure que 5 minutes. Je sais pas, mais. Non, mais peut-être que ça, il y a des gens sensibles, des fois qui disent c'est un peu violent, et puis en plus, quand il y aura le son, c'est encore pire. Donc si vous n'avez pas cette bataille-là, ne revenez pas. Non, c'est un des meilleurs films que j'ai vu, mais je vais forcément lire le livre après et j'ai trop aimé. Bon, je dirais à l'auteur de remettre ses livres en vente. Donc, et puis la fin, encore une fois, elle est triste. Et des fois, dans les questionnaires, on a pourquoi il saute. Il saute pas, ça devient bénin et un peu gnangnan.
Là, il saute, c'est très cohérent avec le personnage d'Edouard, qui est un vrai poète, qui de toute façon, il y a une scène un petit peu annonciatrice, c'est quand il est à l'hôtel du Tessia, il dit on part en colonie, c'est chouette, la petite fille lui dit c'est chouette et tout, et on voit qu'Edouard Pericourt est très triste. Quand on regarde sur la terrasse, on voit qu'il y a cette putain de seringue qui est de retour, et voilà, il est sur une voie de toute façon morbide, et simplement son père lui donne le courage de sauter. C'est assez cohérent, pour avoir un petit peu évoqué la situation avec quelques gens compétents, des psychiatres, ils m'ont dit c'est tout à fait cohérent. Maintenant, c'est vrai qu'on s'attache au personnage et de le voir disparaître comme ça, mais il était condamné à mourir, ce pauvre Edouard, voilà, c'est tout. C'est triste, mais tu ne peux pas oublier cette scène. Hein. Non. Merci. Hein. C'est un film, c'est un film. Les enfants ne font pas pareil. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste attirer sur le film qu'en fait ça m'a profondément ému, c'est le moins que je puisse dire. C'est qu'en fait j'ai eu l'impression de revoir un peu le film La vie est belle en fait. Et vous avez essayé de mettre ce côté un petit peu dramatique, des points d'humour un peu partout dans le film, pour permettre de ne pas sombrer un peu dans le côté vraiment dramatique jusqu'à la fin du film, où là l'histoire se finit en fait très bien. Mais au début, si on suit l'effet de la guerre avec la suite, je m'attendais très honnêtement à un film français, un petit peu parlant, je dirais même. Voilà, désolé pour l'expression. Mais voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de film. Et le fait d'avoir vu ça, ça m'a remis tout de suite l'idée en tête de La vie est belle. Et là, je me suis dit, pour un film français, je tiens à vous dire bravo parce que j'en ai eu presque les larmes à la fin. C'est la France. Vous êtes italien, c'est ça? Pas du tout. Français et allemand. Français. Non, mais cinéma français, on ironise dessus, mais c'est un grand cinéma. Je parle pas de moi, mais c'est un grand cinéma. Moi, je suis un grand fan des années 30. Si il y en a qui ne connaissent pas, revoyez les films de Carnet, Le jour se lève, Le cahier brûle. Hôtel du Nord, c'est sublime, Les enfants du paradis. Revoyez les premiers films de Vivier, La Bandera, Pépé Bocco, les films de Renoir, j'en parle pas, La Grande Illusion, etc. Après, depuis quelques années, à la fois le cinéma est pas plus ordinaire, mais est plus bénin, mais c'est aussi sa raison de sa survie. La télévision est obligée, par le système français, de payer le cinéma. Et tant qu'il y a ça, tant mieux le cinéma français existera. Mais la télévision, logiquement, se paye des films qu'elle pourra passer à des heures de grande écoute. Donc souvent, on a un côté un peu bénin, barbant peut-être, mais bénin, des comédies, des choses comme ça. Et je le sais parce que mon premier film, il y a 20 ans, s'appelait Bernie, c'était La Croix à la bannière pour le monter. Aucune chaîne de télé ne l'a jamais d'ailleurs diffusé en clair depuis 20 ans. La seule chaîne qui m'a aidé, c'est Canal. Et c'était un tout petit film qu'on a fait pour 1,5 million d'euros. C'est en gros le budget des effets spéciaux de ce film. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est un grand cinéma qui aujourd'hui survit, mais parce qu'il est un petit peu perfusé par une source de financement qui appelle à des œuvres moins audacieuses, on va dire. Mais de temps en temps, il y a des films chouettes, j'ose pas dire comme celui-là, mais regardez les films de Jeunet, moi j'ai adoré Un bon dimanche de fiançailles, qui était également inspiré d'un bouquin. Bon, bien sûr, c'est le grand Jeunet, mais il y a des films chouettes. Et puis il y a quand même des films chaque année qui sortent, qui sont français, qui me font très plaisir. Mais globalement, le cinéma qui se passe, effectivement, étant financé de cette façon-là, n'appelle pas forcément à la provocation visuelle. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas et ça peut encore changer. Voilà. Mais bon, en tout cas, je tiens à vous remercier pour le film que vous nous avez fait part, parce que je m'attendais limite presque à dormir. Voilà, pour un film français, d'habitude, je sors même de la salle. Là, je tiens à vous dire que c'était très dynamique et le film, pour moi, a été vraiment une... Pendant la promo, je me suis tapé un film américain, c'était épouvantable. Je ne dis pas que les films américains sont français. Non, je dis qu'il y a des films qui sortent du lot et le vôtre en était bien au-dessus. Super. Bon, parce qu'il y a d'autres gens qui ont du mal à dire sur le cinéma français. Oui, bonsoir Albert Dupourel. Bravo pour votre film. Le cinéma français n'est pas mort. Hein, et je voulais savoir depuis combien de temps vous êtes sur ce film et qu'est-ce qui vous a quelles ont été vos motivations dans le choix des acteurs. Alors, ça fait exactement 3 ans qu'on est dans le film, avec la dame qui nous était présentée là, Catherine Gozango, la productrice du film. Et les acteurs, c'est tous du premier choix. Voilà. La seule idée que j'avais, c'était. En fait, je ne devais pas jouer dans le film. C'était un acteur belge, Bouli Laders, qui devait faire le rôle et qui, à 2 mois du film, m'a planté. Alors, ça faisait 9 mois qu'il était sur l'affaire, donc j'ai tout écrit en pensant à lui. Donc, au début, je ne me suis pas affolé, j'ai cherché quelqu'un d'autre et puis je n'ai pas trouvé. Ils étaient déjà pris, en fait, des acteurs que j'aimais bien. Donc, je suis résolu à jouer le rôle. Et c'était le seul bémol, parce que par exemple, le champ de bataille qu'on a fait à la fin du film, je
Je ne vous cache pas que j'en avais un peu marre, j'étais un peu fatigué. Donc c'était ce petit bémol. Pour le reste, j'ai toujours souhaité avoir quelqu'un de drôle dans le rôle. Et Laurent Lafitte est parfait, parce qu'il est surprenant dans ce méchant. Il jubilait à faire ce méchant. Là aussi, quand il tue l'allemand, c'était la fin du film. Et je lui avais dit pendant la scène, tu sais, peut-être que je vais couper cette scène, parce que j'en ai un peu marre de voir Pradel. Il m'a dit non, je tiens absolument à tuer un allemand. Et voilà, et il s'amusait, il avait un soin particulier à sa tenue, à sa coiffure et tout. Il était vraiment épatant, j'avais à le retenir de rien. Ce geste terrible qu'il fait quand il essuie à l'arme de Mélanie Thierry et qu'il la suce, c'est vraiment un geste de dégoût. On comprend tout d'un coup la colère de ce pauvre manière. C'est une trouvaille de Laurent, voilà. Après, pour ce père Péricot, dès le départ, je pensais à Nice. Donc voilà, Nice, il n'est pas facile, mais quand on l'a eu, il était là. Et cette scène sur la terrasse où tout d'un coup il se fissure, j'ai jamais vu un truc comme ça, qui est vraiment un monsieur austère, un peu intimidant, et il s'est fissuré à cette scène-là, il était parfait. Le héros du film, c'est un acteur argentin qui s'appelle Navel Pérez Carlos Vizcaya, je ne le trouve pas. Et Navel, pardon, dis-moi Catherine, Navel Pérez Vizcaya, excusez-moi. C'est un type tout à fait étonnant qu'on a repéré en casting, qui parle 7 langues, qui a 30 ans, et qui ne parlait pas français il y a 2 ans. Là, vous ne vous en rendez pas compte, parce que vu comment il parle, évidemment, qu'il soit argentin, ne change pas grand-chose. Et en fait, on a déformé sa voix. C'est-à-dire qu'en fait, il parle tout à fait normalement, avec une voix de gauche, comme ça, tout le temps. Là, on l'a déformé, et puis il parle vraiment sans accent. Il a travaillé vraiment énormément. On a commencé à tourner en mars, il était déjà en septembre en France pour faire des répétitions, l'année dernière en septembre. Il ne connaissait pas l'histoire de France, l'histoire européenne, il ne la connaissait pas, donc il s'est documenté. Il a fait de la danse, il y en a moins à l'image qu'aux répétitions, il dansait beaucoup. Quand on voit danser à séquence de fête, il danse très bien, ce qui n'est pas le cas de la petite fille de moi. Et il a décidé, il y a des dessins, des coups de crayon, c'est vraiment lui qui les a fait. Il a le masque, quand on le voit à la tablette, c'est vraiment, il a passé un temps fou à apprendre au moins les bases pour faire le masque. Après, bien sûr, c'était quelqu'un d'autre. Enfin bref, il s'est vraiment investi, c'est pour moi une vraie relation. Et puis après, une fille, donc Émilie Dequesne, il a aussi premier choix, fille extraordinairement. Professionnelle, je n'aime pas ce mot-là, mais extrêmement pragmatique et élégante dans son travail. Elle était à la répétition alors qu'elle tournait un film, elle savait déjà son texte. La scène qu'ils ont faite avec Laurent Lafitte, ils l'ont faite dès la première répétition. D'ailleurs, je leur ai dit, on ne touche plus à rien, elle est parfaite cette scène, c'est venu naturellement. Mélanie Thierry, qui est arrivée vraiment gentiment, parce que c'est un tout petit rôle. J'ai passé mon temps à chercher quelqu'un comme Mélanie, puis comme je la connaissais, j'ai passé la SMS, elle m'a dit je viens. Voilà, donc premier choix partout. Puis après, il y a Yvon Couteau, que j'adore, il y a Philippe Huchon qui fait ce Labourdin. Absurde, complètement à côté de ses comptes. Qui était déjà dans 9 mois, qui faisait Juge Bernard pour ce qu'on lui filme. Il y a Villermoz, avec qui je fais des films depuis très longtemps, qui fait le terrifiant Merlin, avec sa stratégie sur les nerfs dans les tranchées, qui est très comique. Et puis il y a d'autres acteurs qui sont venus, et voilà, j'en oublie certainement. Donc il y a pas eu de stratégie, mais en fait, tout le monde est venu. Et la petite fille, qui est une trouvaille de casting, ça avait été étonnant. C'est pareil, on a vu plein, puis tout d'un coup, ça a sorti du lot, on a fait des essais, etc. Voilà. Donc, moi, je vous dis bravo pour l'ensemble de vos films, parce que j'en ai vu plusieurs, et c'est vraiment des personnages. C'est mon frère, c'est pour ça. Il a répondu d'un truc en tous les cas. Parce que dans l'année à venir, il y aura peut-être des récompenses, on peut se dire. Moi aussi, des récompenses, je ne suis pas vraiment fan, mais votre enthousiasme ce soir était vraiment une belle récompense. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Bonjour. Pardon, vous êtes où? Je suis là. Ouais, pardon. Je voulais vous remercier parce que j'ai vraiment été ému et touché par le film. Donc, il faut savoir que je suis professeur d'histoire-géographie. Et j'ai été vraiment étonné par la justesse de certains points, et notamment par le fait qu'on apporte très peu, en fait, aussi justement, je trouve, l'après-guerre. Tout ce qui est lié au Caucase, etc. Alors déjà, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez réfléchi à un plan sur lui, sans masque, pas forcément frontal bien sûr, mais un peu éloigné pour que... est-ce que vous y avez pensé? Ou est-ce que vous avez posé la question? Est-ce que vous avez forcément posé la question? Et est-ce que vous avez fait appel à des historiens pour vous conseiller? Alors, notre première question, je ne voulais pas qu'on ait pitié des doigts. Voilà, donc on voit une fois dans le reflet du miroir, dans cette cuvette, qui d'ailleurs est une erreur historique, que certainement vous, en tant que professeur d'histoire, avez noté, l'inox n'existait pas à cette époque. Personne n'a rien dit en 1811, c'était que de la faïence. Alors, soit c'était le miroir laissé près de la table de chevet, ce que la Fédère n'aura jamais fait, soit c'était un truc en faïence, et avant de voir un reflet, il faut quand même avoir beaucoup plu. Voilà. C'était une cuvette en inox qui n'existait pas. Ça, c'est la seule entente vraiment qu'on a fait. Après, je ne voulais pas qu'on ait Édouard en tant que victime. D'où ce reflet, on voit qu'elle a la gueule déchirée, mais on ne voit pas plus. Et après, on a la cicatrice sur le visage que la petite fille contourne avec son doigt. Là aussi, miracle des effets spéciaux, il a le visage nu, il n'a pas été truqué du tout, c'est eux qui ont fait ça en post-prod par la suite.
Et c'est tout ce que je voulais qu'on voit des je ne voulais pas qu'on en voit plus. Je ne veux pas qu'on ait piqué ce personnage. Voilà. Donc c'était délibéré. Dans le livre, bien sûr, il décrit souvent, par exemple, la bagarre, le poing s'enfonce dans la mâchoire avec du sang, etc. Je ne vais pas montrer ça. Là, c'est juste le masque qui est enfoncé. Et je trouve d'ailleurs ce plan de profil où on a le masque, on comprend encore plus sa blessure avec le masque déchiré que quand on la voit pour de vrai. Voilà. Mais c'était délibéré de ne pas aller plus loin. Et pas par calcul commercial. C'est que je ne voulais pas qu'Edouard en ait pitié de lui. Edouard, c'est notre héros, notre frondeur, notre rebelle, notre dadaïste. Enfin, j'en passe des meilleurs. Donc voilà, et la scène de la petite fille qui passe le doigt sur la cicatrice, on se doute bien qu'en dessous, c'est encore plus terrible, on voit un petit peu d'air par moment. Quand on remet le voile, quand Albert remet le voile à l'hôpital, on a vraiment une gueule très très fugace, mais une gueule totalement déformée. Voilà, c'était le summum de ce qu'on souhaitait faire. Voilà. Donc c'était libéré. Historien, alors il faut savoir que l'auteur Pierre Lemaitre, son livre est extrêmement fourni, et que lui-même s'était appuyé sur les thèses d'une historienne qui s'appelle Béatrix Pau, qui elle avait écrit un livre entier sur le trafic des cercueils, qui est une histoire vraie. Et donc il avait commencé à écrire Arnaque au moment, il a découvert c'est en fait une thèse, il s'en est inspiré pour créer Pradel. C'est pour ça qu'il y a deux histoires qui sont mélangées, mais donc il y a une base historique qui est extrêmement solide, dont je me suis inspiré, à part ces petites erreurs délibérées qu'on a faites sur une masse. Voilà. Ne le répétez pas, surtout pas. Voilà. Où avez-vous tourné les scènes de l'hôtel particulier ou aussi les Halles, par exemple, où était-elle? Alors, les Halles, quelles Halles exactement? Là, ils invitaient les Halles. Non, c'était censé être Montmartre, mais bon, c'est pas très grave. C'est censé être Montmartre, voilà. Alors, il y a des effets spéciaux là aussi. Ça a été fait sur alors, le mouvement de caméra, quand on arrive à Paris, c'est fait à Magnan-Vexin, dans le nord de Paris, mais sur une toute petite placette, avec des fonds verts dans tous les coins. Les perspectives, elles sont entièrement fausses. Puis quand la gamine rentre dans le Porsche, on l'a coupé là, mais ça se voit pas. Et en fait, on est dans une cour intérieure, dans un petit village en Vexin, qui s'appelle Teville. Puis quand elle monte l'escalier, il y a encore une coupe, on ne voit pas. Et quand elle pousse la porte, quand on récupère la bouteille de lait, on est au studio. C'est pour vous dire l'analyse. Donc tout le monde se dit c'est super, quel décor. Et tout derrière, bien sûr, il y avait des forêts. Donc derrière, vous avez un peu les immeubles de Paris, mais tout ça, c'est des forêts. La bataille, c'est dans un champ dans le Vexin, avec tout autour là aussi des forêts. Et ça a été complètement lunarisé par les effets spéciaux. Et puis l'hôtel Péricourt, en fait, c'est un hôtel qui est très connu à Paris, c'est le rond-point des Champs-Élysées, c'est Arcurial, ça vous pouvez aller le voir. Mais quand on rentre, c'était tourné ailleurs, c'était tourné dans un autre hôtel particulier des Champs-Élysées, c'était la Païma, là aussi on peut le visiter. Enfin voilà, c'était un bricolage de décor classique au cinéma. Et tout ça a été rejoint à chaque fois par les VFX. Voilà, parce que quand on est face à Albert qui voit l'hôtel particulier, qui est tellement intimidé, qui retire son chapeau à la Keaton, en fait derrière c'est des fonds verts, et aujourd'hui vous avez tout Paris by Night 1920. Et encore une fois, le boulot des VFX a été remarquable. Voilà, donc voilà les astuces. Bon, à une époque, on voyait, mais vous n'avez pas vu ça. Pardon. Juste un petit mot pour vous dire qu'il est très heureux que vous ayez accepté le rôle de Sébastien. Ah bon. Avec vous, merci. De Montréal. Alors, sachez que les effets spéciaux ont été faits à Montréal. Voilà. Donc, j'étais en septembre. Voilà. J'étais en septembre, on a passé une semaine là-bas. Ça fait un an que je travaille là-bas et que je vous envoie ça par Internet. Bon, c'était un peu fatigant, mais je vous remercie. Voilà, je prends comme une salutation. Oui. Bonjour, moi je trouve que vous avez été un petit peu soft avec Pradel. Pradel. Ça laisse entendre faire, on aurait aimé que ce soit un peu plus là-dessus. Ils ont voté quoi dans cette région? On aurait aimé un peu plus dur pour lui. Ouais. Ça, ça non, l'idée c'était de faire un gimmick avec le début. Voilà, sur les trous. Ouais. Et vu que là c'est quand même très gonflé de le faire disparaître dans un trou de sable, plus je faisais durer, plus j'augmentais l'incohérence. Vous voyez, parce que normalement les ouvriers auraient dû se précipiter, etc. Et on n'a pas vraiment dit ça. Donc j'étais rapide dans son enfouissement. Alors à noter d'ailleurs, je fais une parenthèse, que Laurent Lafitte, l'ayant vu faire les guénipettes au champ de bataille, s'est dit je ne peux pas me dégonfler, donc pas de problème, je fais la scène. Voilà. Et le type des effets spéciaux, c'est le Guy Montpinard, je parle de VFX mécanique, fait un truc vraiment super, parce que le sable, en fait, c'est du liège coloré, parce que le vrai sable, c'était trop lourd, il aurait vraiment souffert. Il fait du liège coloré, il y a beaucoup de trucs, il installe un système incroyable avec un camion qui suçait le liège, qui le remettait dedans, avec des vérins pour pousser la masse de sable et tout, et surtout, un système dans lequel il se met, il appuie sur un bouton, et hop, il sort. Laurent se dit, excusez-moi, mais pas très compliqué. Donc on commence la scène. Très bien, Laurent au taquet, vraiment, il se défonce, on voit vraiment la main qui fait comme ça, enfin qui s'agite puis qui disparaît, etc. Mais on a coupé et
30 secondes après, on a un mec qui sort, qui fait le système était bloqué. Et vous verrez, les pilotes, c'est intéressant, il était vraiment enfoui, donc on a toute l'équipe s'est précipitée et déterré Laurent de sortir. Et je dis ça, il fait ouais, couvert de ça et tout, ouais. Et puis je regarde les roches, je dis est-ce que t'en ferais une autre? Et là, Laurent dit bon, ça marche, ouais, pas de problème. Donc Laurent il retrouve avec beaucoup de courage, il ouvre la repartie rebelote, plus le cadreur qui se met dans le fond derrière lui, là, dans le fond, dans le trou. Et c'est parti, là, etc. Et là, en fait, on fait perdre les deux, parce que c'était marché. Donc, il y a une scène marrante, on a les gens qui replongent déterrer Laurent, et en déterrant Laurent, on pousse le sable sur le cadreur qui essaie de sortir. Donc voilà pour l'anecdote du tournage. Après, pour la souffrance pradélienne, je sais pas. Je vous dis, techniquement, j'aurais préféré prolonger le plan, je me trahissais un peu dans l'incohérence de la scène. Là, c'est même pas forcément sur la scène en elle-même. Ouais, c'est rapide. Parce que c'est vrai que j'ai presque de la tendresse pour Pradel, il me fait marrer. C'est pour ça que non, ouais, mais ils sont bons dans les mêmes. Mais j'aurais été plus jeune, c'est un rôle qui m'aurait intéressé, il me fait marrer, c'est une grosse pose cynique. Donc c'est étalé sur sa souffrance, peut-être, mais il y a plusieurs parties pris comme ça. Il y a ça, il y a la fin qui est un peu une gourmandise, quand Albert retrouve Pauline et Louise au Maroc, comme ils sont venus, j'ai envie de vous dire à la nage, vous voyez, c'est un peu non mais voilà, il y a des gens qui disent ouais, comment ils sont venus, oui, voilà, parce que j'ai envie qu'ils les retrouvent, parce qu'il a bien souffert. Et là, Pradel, j'ai pas envie d'être trop pradélien, justement. Voilà. Pradel aurait mis en scène, ça aurait duré des plombs, mais c'est pas le cas de la dernière. Voilà, pardon. En fait, moi, j'ai adoré le film comme. Mais je sens que vous êtes inquiet. Ah, mais non. Non, c'est juste quelque chose que j'ai pas vraiment compris. En fait. C'est la scène quand ça se passe dans le cimetière où la sœur souhaite déterrer son frère. Le voir. Le voir, oui, voilà, le voir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ça, j'ai pas lu. Non, mais rien de particulier. Elle est dans une émotion monstrueuse, elle veut voir son frère. Voilà ce qu'il en reste. Je pense à le bout de ce désir masochiste. C'est dans le livre, ça je me réfugie à l'auteur. Et il y a des gens qui peuvent réagir comme ça. Voilà. Donc nous, ça nous arrangeait parce que ça met Pradel dans une confusion d'une histoire de façon comique. C'est écrit comme ça dans le film. Que quelqu'un dans l'émotion veut voir son frère, je trouve qu'Émilie Lequel le vend bien, elle étant là, je veux le voir. Ça aurait pu être juste un bout d'uniforme, ça aurait pu être juste une main, ça aurait pu... En plus, il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort un mois avant, parce que non, 6 mois avant, peut-être qu'il en reste quelque chose, j'en sais rien. Je pense que dans ces états-là, les gens peuvent avoir des réactions surprenantes. Celle-là me paraissait crédible, et en plus, c'est vrai qu'elle nous arrange. Voilà. Donc on va dire que c'est une gourmandise là aussi, mais elle était intéressante. Voilà. D'accord, ça me convient. Pardon. Ah, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Donc déjà merci d'être venu et merci pour la présentation de ce film qui était vraiment extraordinaire. Moi j'ai beaucoup apprécié, ça m'a réconcilié avec vous parce que j'étais pas forcément fan du film, je suis désolée. C'est ma français barbant. Non, en tant que comique, mais les films avaient un peu plus de mal. Donc voilà, donc vous m'avez réconcilié avec vous et je vous en remercie. Et je voulais savoir du coup pourquoi ce livre-là, pourquoi cette adaptation de ce livre-là, et si vous n'aviez pas eu peur de tomber, comme certaines adaptations de films sont beaucoup moins bien que le livre derrière. En fait, ce livre, moi, il m'inspirait. Il y avait dedans tous les pamphlets contre une société que je trouve absurde, largement, les valeurs qui sont rendues en avant, la patrie qui débouche la guerre, la hiérarchie sociale, ces gens très riches, comme le père Péricourt, la relation père-fils, l'amitié, enfin, il y a des tas de choses qui me parlaient beaucoup. Voilà, Édouard Péricourt, pour moi, était un personnage auquel j'ai identifié facilement. C'était un poète rebelle. Alors, je ne sais pas, je le considère comme un poète rebelle, mais voilà, c'est comme ça que je le voyais. Donc, il était très inspirant. Et dans ce livre, j'avais tous les ingrédients qui me touchaient, mais bien sûr, j'aurais été incapable d'écrire une histoire comme ça. Beaucoup de gens, il y a Pierre Lemaitre qui a fait cette histoire. Donc, c'est pour ça que ça m'a touché. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à écrire des petits films que vous n'aimez pas, parce que je peux comprendre, bien sûr. Même moi, des fois, quand je vois Berlin, je me demande où est-ce que tout ça est allé. Et ce livre, en fait, quand je l'ai lu, en 3 semaines, j'ai adapté. C'est très rapide sur un pavé de 600 pages, plus de 600 pages, mais tout était très inspirant. D'abord, le livre était super bien écrit, très détaillé, et j'ai picoré dedans ce qui m'intéressait. Et pour ceux qui ont lu le livre, il y a des raccourcis que j'ai pris. Merlin dans le livre a une importance beaucoup plus importante. Il y a des tas de choses comme ça, je les ai sacrifiées, parce que ce qui m'intéressait, c'était de sortir de ce récit, ce dadaïsme, ce poète rebelle, ce Jean Cocteau révolté, enfin bref, et j'ai tout articulé autour de ça, avec le summum, la rencontre père-fils. Ça m'inspirait, pour répondre directement à votre question, ça m'inspirait. Voilà. Quand je l'ai lu, j'ai oublié, je trouve ça magnifique, j'ai oublié, on en a parlé, puis j'ai très vite oublié en me disant c'est trop coûteux, j'ai pas envie de retrouver de cher d'argent, et puis après un petit de quoi faire, j'ai repensé, j'ai rencontré l'auteur, et à un moment donné de la conversation, il m'a dit mais pourquoi tu le ferais pas? Et le fait que l'auteur me donne sa confiance comme ça, je me suis dit après tout pourquoi pas. J'en ai reparlé avec la productrice que vous avez vue.
Et puis ma foi, on a commencé comme ça. Et comme l'adaptation est venue très rapidement, je me suis dit c'est un sujet qui m'inspire, donc il ne faut pas rater l'occasion. Voilà, c'est aussi bête que ça. Enfin, aussi bête que ça, aussi complexe que ça, aussi simple que ça, comme vous voulez. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous êtes venu avec votre frère, je tiens à préciser que je ne suis pas votre fils. Une question qui est un petit peu en lien du coup avec le livre. Est-ce que vous aviez envie de faire un film et vous avez cherché une œuvre qui vous correspond, ou est-ce que vous avez lu le bouquin et vous vous êtes dit il faut que j'en fasse? En fait, c'était plutôt l'hypothèse. On a lu le livre, on a vaguement esquissé l'idée, mais c'était carrément un an avant la sortie du film parce que Pierre Lemaitre et moi, on avait le même agent. Donc mon agent m'appelle en me disant il y a un bouquin qui va sortir dans 1 an qui est extraordinaire. Je l'ai lu sur un ordinateur. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai envisagé ça pendant quelques minutes, puis j'ai très vite laissé tomber parce que ça me paraissait titanesque en termes de budget surtout. J'ai hors de courir après l'argent, donc ça m'a été énorme à produire. On a fait 9 mois, et au moment où je réattaquais un nouveau film, c'était en janvier 14, tout d'un coup, je ne sais plus comment ça s'est passé, ce sujet est revenu à la surface. Et on s'est dit après tout pourquoi pas. Mais comme je vous l'ai expliqué, on était avec beaucoup de précautions. D'abord Pierre Lemaitre, son intérêt, son enthousiasme par rapport à mes films m'ont poussé un petit peu à m'orienter là-dessus. J'ai rencontré les gens des effets spéciaux, j'ai refait lire le livre. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui dans un budget raisonnable? Ils m'ont dit oui, c'est ce que vous avez vu à l'image. Après, j'ai commencé à écrire une version. Après les négociations des droits, Pierre voulait vraiment que je le fasse parce qu'il était très gentil dans la négociation des droits par rapport à d'autres metteurs en scène qui voulaient le faire. Donc tout ça était des signaux très positifs. Puis un premier scénario, une V0 qui était en septembre 14, c'est presque 3 ans, et tout de suite, il y a eu l'adhésion des producteurs. Gaumont, Canal, Fondé, tout de suite. Donc tous les signaux étaient réunis, je ne pouvais plus m'oublier, et puis le fait de l'avoir adapté, ça m'excitait de le faire. Tout d'un coup, les idées viennent, les dialogues, tout ça, c'est des choses que j'avais écrites entre temps. On a envie de voir les scènes, on a envie de voir la bataille, on a envie de voir les masques, on a envie de voir tout ça. Mais on y vient. Mais il y aurait eu un signal rouge à un moment donné, je me serais arrêté. Et moi, c'est 20 ans que je fais des films, mais j'ai jamais voulu des gros budgets parce que j'aime pas la sortie. Je trouve ça très trivial comme moment, irrationnel. Donc je préfère me réfugier dans une petite histoire comico-névrotique avec un budget modeste. Donc ça, je suis pas forcément très agressif, très agressé à la sortie. Et là, ce film, tout d'un coup, j'ai dit bon, pourquoi pas. Et je regrette pas, le film s'arrête dans quelques semaines parce qu'on a vraiment tous le cafard parce qu'on a passé un bon moment à faire ce truc. Mais voilà quelle était le schéma en fait. Ouais. On a passé un bon moment. Maintenant, c'est essentiel. Est-ce que le centenaire de la guerre 14-18 y est pour quelque chose? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vous dis, c'est le livre. Voilà, il y a dans ce bouquin des tas de valeurs qui m'ont vraiment plu. Ce délire du père Péricourt qui passe sans arrêt son temps avec l'argent, enfin, c'est quelque chose qui existe, qu'on voit tout le temps. Les Pradel, il y en a plein de la société aujourd'hui. Ils sont en train d'écumer le Wall Street, le CAC 40, etc. Et puis des Maillards, il n'y en a pas, ils sont beaucoup plus nombreux. Et des Péricourt, ces gens-là sont les héros de l'humanité. C'est des poètes qui essaient de s'exprimer puis qui ne peuvent pas. En l'occurrence, il a été détruit par la guerre, à laquelle il est allé certainement pour faire réagir son père, à laquelle il n'a pas réagi. Et puis il rentre, il est détruit. Et puis il y avait du génie, c'était noir. Et puis ce génie a été détruit par la bêtise humaine. Voilà, donc c'est une porte ouverte. Mais ces valeurs-là me touchaient énormément. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai raconté. Voilà. Une fois, 3 fois. On dit Orléaniais, c'est ça? Je faisais une blague. Je vous poserai bien tous une question, puisque quand on a lancé cette opération, l'événement surprise, est-ce que vous attendiez à une soirée de telle sorte? Bien sûr. Vous attendiez à quoi? Juste un film et puis on s'en va, quoi. Voilà, on ne s'attendait pas du tout à... En tout cas, merci infiniment de votre accueil. Voilà, on essaiera de revenir avec le film. Voilà.